Salut à tous. Aujourd'hui, je reçois Antoine Assalé Timoko, le député maire de la commune de Tiasalé. J'ai déjà consacré une vidéo sur cette chaîne à son histoire, donc je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, on a beaucoup de sujets à aborder ensemble. On va parler de ses ambitions, des activités de son parti politique, des sujets d'actualité bien évidemment. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like avant de commencer. Et pour ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo, abonnez-vous et surtout on attend vos avis en commentaire. Honorable, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est un plaisir. D'autant plus que je le disais, j'ai déjà consacré une vidéo à votre histoire, donc on ne va pas peut-être revenir dessus en détail, mais puisque vous êtes là aujourd'hui, vous êtes une personnalité politique assez connue, assez influente, comme ça on va dire, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le jeune Ansale Timoko, comment il s'est construit et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes cette personnalité politique-là qui influence par ses combats la vie politique de notre pays? Merci beaucoup. Écoutez, alors, on va aller directement à la réponse à la question. Assalé Timoko est un enfant du village en Côte d'Ivoire. Il vient d'un village qu'on appelle Koyekro, qui est dans le département de Tiasalé, dans la sous-préfecture de Morokro. Tiasalé, c'est au nord d'Abidjan, à 120 km d'Abidjan. Mhm. Et donc, cet enfant-là, il a grandi en ayant en tête l'idée de devenir magistrat. Parce que fondamentalement, je ne supporte pas l'injustice. Et donc, mon rêve était de rentrer à la magistrature et, à travers la loi, de redresser un peu les torts pour de faire en sorte que la justice règne. Et donc, j'ai fait à ce titre-là des études de droit à l'université d'Abidjan, à l'université Cocody, devenue aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny. Et puis, en sortant de l'université, il fallait passer un concours pour entrer à la fonction publique, en tout cas pour devenir magistrat. Et je me suis retrouvé pris dans l'étau entre mes rêves et la réalité historique, à savoir qu'on a été confronté à la non-crédibilité des concours publics, à la corruption ambiante dans le pays, au point où j'ai décidé, frustré, d'utiliser ma plume pour dénoncer le tort qui était fait aux enfants de pauvres, le tort qui était fait aux enfants, parfois parmi les plus brillants, mais qui n'avaient pas de passerelle, qui n'avaient pas de parapluie, qui n'avaient pas de soutien pour pouvoir réussir un concours. Et donc, à force d'écrire, j'ai commis, j'allais dire, la faute gravissime de dénoncer ce que tout le monde pensait très bas, mais que moi je disais très haut. Mhm. Ce qui a fini par me conduire en prison de 2007 à 2008, Mhm. décembre 2007, décembre 2008. Et c'est en prison que j'ai commencé à réfléchir sur la nature de la société ivoirienne, sur l'écosystème de la politique en Côte d'Ivoire, sur le fonctionnement de nos institutions, notamment de la justice ivoirienne. Et puis bon, avec le sort qui était le mien, je me suis dit, en sortant des prisons, je vais continuer à écrire, puisque j'ai écrit mon moyen en prison, Mhm. mais en sortant, je vais continuer à écrire. Et c'est en prison que j'ai découvert un journal qu'on appelle Le Canard enchaîné. J'avais un co-détenu français qui recevait de la lecture de la part de l'ambassade de France, et c'est comme ça que j'ai découvert Le Canard enchaîné, qui est un journal d'investigation satirique. Mhm. Et le style d'écriture, le style de narration des faits m'a séduit. Et puis bon, sorti de prison, j'ai été engagé comme journaliste dans un journal politique, Mhm. le journal c'était un journal d'opposition à l'époque, toujours d'opposition encore, on appelle le Nouveau Réveil. Et j'y ai écrit pendant 1 ou 2 ans. Et puis bon, j'ai écrit un livre sur la prison. Et voilà comment, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser aux questions qui touchent profondément la Côte d'Ivoire. Mhm. C'est vrai que j'ai bénéficié par la suite d'une contribution, j'allais dire, des États-Unis avec le forum créé par le président Obama, qu'on appelle le Le YALI, Young Yali, ouais. African Leaders. Donc, je fais partie de la première promotion qui a été à Washington. Et c'est de là-bas que j'ai compris la nécessité qu'il y avait à travailler pour la bonne gouvernance, à travailler pour la liberté, à Mhm. travailler pour que le journalisme soit un outil pour faire avancer la démocratie. Revenu de là-bas, j'ai créé un journal qu'on appelle l'Éléphant déchaîné, qui est un journal d'investigation Mhm. et qui, depuis 2011, a révélé en Côte d'Ivoire les plus grands scandales en matière de gouvernance. Voilà donc le petit parcours qui est le mien, mais en ayant toujours en ligne de mire cette volonté inébranlable de faire en sorte que la justice règne, de faire en sorte que les pouvoirs publics fonctionnent correctement Mhm. dans l'intérêt exclusif des populations. Voilà comment les choses se sont mises en place. Et puis bon, à force d'écrire, j'ai fini par découvrir que la presse
en Côte d'Ivoire n'avait pas la même puissance qu'en France, par exemple, où quand une investigation sort sur un scandale public, le parquet, la justice automatiquement ouvre des enquêtes pour comprendre ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, vous faites une révélation, y compris au risque de perdre votre vie, perdre votre liberté, mais l'émotion que cela crée ne dure que le temps de la lecture. Après, bon, on jette le journal là-bas, et ce même compte qui vous a fait des révélations vous appelle pour vous dire, mais ça n'ira nulle part, ce que vous avez écrit. Et donc, devant cet état des faits, je me suis dit, il me faut une deuxième corde à mon arc. Je vais faire du journalisme, c'est vrai, mais je vais aller pour obtenir un pouvoir public à travers une élection. Voilà comment je m'ai présenté aux législatives dans ma commune, dans ma zone. Je les paie pour la première fois. Après, je me présente au municipal, je gagne. Et puis, bon, plus tard, je deviens député. Voilà un peu comment tout ça est parti. Et donc, aujourd'hui, je suis parfaitement engagé, pleinement engagé pour défendre la cause des Ivoiriens. Lorsqu'il y a des choses qui se passent que je ne supporte pas, je décide de m'engager pour défendre cette cause. Il y a 2 ans, il y a eu la crise de la data en Côte d'Ivoire, avec les grands opérateurs de téléphonie mobile qui avaient multiplié par 2, presque par 3, le coût de la connexion Internet. Je me suis opposé à cela. Ça a duré près de 3 semaines, 4 semaines. Bon, on a fini par annuler cette décision. Et donc, progressivement, je me suis dit, on peut être utile à son pays sans forcément avoir l'appareil d'État en main. Il faut se battre et essayer de faire le maximum pour les populations. Et donc voilà comment tout ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, je suis dans une dynamique d'aller un peu plus loin, d'avoir plus d'outils pour agir efficacement pour la cause des Ivoiriens. On va en parler. Et en fait, juste avant, moi, je voulais faire un petit commentaire et vous poser la question. J'ai écouté certaines de vos interventions, et notamment dans une intervention, vous avez dit que en fait, vous avez été un peu déçu par l'impact que vous pouviez avoir en tant que journaliste, la raison pour laquelle vous êtes devenu député, mais également devenu député, il me semble que vous n'êtes pas aussi très satisfait de l'action que vous pouvez porter. Et moi, une fois, j'ai écouté un homme politique, chef d'entreprise, à qui on a posé la question, mais vous êtes chef d'entreprise, vous gagnez bien votre vie, pourquoi vous voulez être homme politique, vous voulez être maire? Et il avait répondu en disant que en étant maire, les leviers que j'ai, je ne les ai pas en étant chef d'entreprise. Donc, ce qui veut dire que quand on est un homme politique, on est suffisamment fort. Mais quand je vous ai écouté dans cette déclaration-là, je me suis dit, est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, être un homme politique en Côte d'Ivoire, être député, est-ce qu'on est impuissant face à tout ce qui se passe? Le système politique dans lequel nous sommes dysfonctionne tellement, tellement sclérosé que les appareils politiques qui sont dans notre pays ont une main très forte sur le fonctionnement de nos institutions. Vous savez, en tant que maire, par exemple, j'arrive à avoir de l'efficacité, j'arrive à avoir des résultats sur la vie des gens. Par exemple, j'ai le pouvoir de prendre des arrêtés pour régir le fonctionnement dans la cité. J'ai le pouvoir de prendre des décisions qui sont accompagnées de moyens financiers pour agir sur la vie des gens. En tant que maire, j'arrive à le faire. Donc, il y a ce levier-là qui est important. Mais en tant que député, vous êtes dans un système où le parti au pouvoir est hyper dominant à l'Assemblée nationale, pratiquement écrasant en termes de majorité. Et donc, le député que je suis, ce n'est pas comme dans les systèmes comme en France ici ou dans d'autres pays plus développés démocratiquement, où les opinions se débattent sans arrière-pensée politicienne, où les propositions de loi, pour peu qu'elles aient un impact sur, ou bien qu'elles puissent avoir un impact sur la vie des gens, sont discutées et parfois votées. J'ai suivi les informations avant-hier, j'ai vu que l'ancien Premier ministre français, l'un des plus jeunes, là, Gabriel Attal, a fait passer une loi récemment sur les questions de jugement des mineurs par la justice française. La loi a été votée. La loi a été votée. En Côte d'Ivoire, moi je suis arrivé au Parlement avec un peu de naïveté et je me suis dit, en tant que journaliste, je n'arrive pas à avoir un véritable impact sur les choses. Et en tant que député, peut-être que je pourrais faire passer des propositions de loi qui pourraient avoir un impact sur la vie des gens directement. Et puis j'arrive à l'Assemblée nationale, je découvre que finalement, les pouvoirs en Côte d'Ivoire ne sont pas séparés et que contrairement à ce qu'on pense, l'Assemblée nationale est au service du pouvoir en place.
et qu'elle n'est pas la voix du peuple de Côte d'Ivoire, qu'elle n'est pas vraiment un outil de débat démocratique fort qui est dans l'intérêt exclusif des Ivoiriens. Et donc, je suis un peu déçu parce que j'ai fait plusieurs propositions de loi. Le député est une sorte de sentinelle, c'est une sorte d'agent qui est là pour écouter le peuple et traduire ses aspirations en des textes de loi qui puissent être appliqués pour agir sur la vie des gens. Mais j'arrive au Parlement en Côte d'Ivoire et je découvre que finalement, je suis absolument impuissant et que toutes les propositions de loi que je fais, à la limite, ne sont même pas lues et sont jetées à la poubelle ou bien balayées de revers de la main. Et donc, finalement, je me dis, si je n'arrive pas à agir au sein de l'Assemblée nationale avec les propositions de loi que je fais, eh bien que je prenne le deuxième volet de ma mission, qui est de parler au nom des populations. Et là, à ce niveau-là, j'ai toute la liberté pour critiquer, pour dénoncer et pour apporter ma voix à ceux qui souffrent dans le pays et qui sont victimes des abus. Et donc, c'est pour ça que maintenant, vous voyez que je suis plus actif en termes de prise de parole, en termes de défense des intérêts des Ivoiriens, en dehors même de l'appareil qui est l'Assemblée nationale, où tout est, j'allais dire, paralysé par la volonté de ceux qui sont au pouvoir. Alors moi, il faut que j'ajoute quelque chose parce que j'ai un ami qui va certainement suivre cet épisode, qui va s'en souvenir. Quand vous êtes devenu député, parce qu'à l'époque, nous, on lisait beaucoup L'éléphant décharné, je lui ai dit, moi, je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que le fait qu'il soit député maintenant, ça peut affaiblir son journal. Est-ce que vous avez l'impression que votre mandat de député a contribué un peu à faire baisser l'influence, même si ça n'apportait pas forcément des résultats, mais l'éléphant déchaîné, ça nous a donné une autre image du journalisme? Oui, non, je n'ai pas l'impression que mon entrée à l'Assemblée nationale ait eu un impact négatif sur le journal. On a marqué une pause parce que la presse papier est en crise en Côte d'Ivoire. Si vous prenez aujourd'hui les chiffres de vente publiés chaque trimestre par l'autorité de régulation du secteur de la presse, c'est une catastrophe. Tous les journaux que vous voyez qui paraissent encore aujourd'hui n'arrivent même pas à vendre 5 exemplaires par jour de publication. Il suit tout un trimestre et il ne peut même pas avoir un chiffre d'affaires de 10 millions. Et donc, si ces journaux-là sont encore sur le terrain, demandez-vous quel est le modèle économique qui est derrière et qui finance ça. Or, l'Éléphant déchaîné est un journal intégralement indépendant et qui est financé uniquement par ses ventes. Donc, à un moment donné, quand on a vu que le papier coûte trop cher et que le lectorat s'amenuise avec les réseaux sociaux, avec la presse en ligne, on a dit il faut se réinventer, il faut s'adapter aux nouvelles donnes. Donc, on a marqué une pause, le temps de construire un site extrêmement robuste et le mettre en ligne pour faire du journalisme maintenant de façon digitale. Et donc, nous avons complètement professionnaliser le journal. Nous avons construit un site absolument robuste dont nous faisons le lancement le 2 juin prochain pour pouvoir faire maintenant, pratiquement en temps réel, le journalisme d'investigation. Au contraire, mon statut même de député me permet d'avoir accès à des informations que, en tant que journaliste, je ne pourrais pas voir. Ce qui se passe au Parlement, les Ivoiriens doivent l'entendre. Et donc, avec maintenant ce statut-là, j'ai accès à des informations plus fortes et qui sont directement liées à la gouvernance du pays au quotidien. Et donc, maintenant, je mets ça au service du journal pour que les Ivoiriens aient la vraie information pour pouvoir prendre des décisions pour leur vie et pour le pays. Ok, donc on prend rendez-vous le 2 juin. Le 2 juin. Et vous avez dit tout à l'heure que vous voulez aller un peu plus loin. Et quand je vous entends, je me dis, qu'est-ce qui fait que vous êtes optimiste quand on regarde le système actuel? Ma question précisément, c'est est-ce que vous croyez que le système électoral, politique, le fonctionnement des partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut faire émerger d'autres personnalités au plus haut sommet de l'État, autres que ceux qui émanent des 3 grands blocs traditionnels qu'on a connus? Est-ce que vous êtes optimiste à ce niveau-là? Parce que j'ajoute un petit commentaire qui est que parfois, en sociologie électorale, on parle du phénomène de vote utile. Le fait que les gens se disent, bon, il est bien gentil, mais si je sens qu'il ne va pas gagner, c'est mieux que je donne ma voix à quelqu'un qui est susceptible de gagner. Qu'est-ce qui fait que vous êtes optimiste à ce